À 12 jours du début de la Coupe du Monde, où en est l'équipe de France? Raymond Domenech a-t-il déjà son équipe type? En direct et en duplex de Tunisie, les dernières infos exclusives sur les Bleus. Avec un envoyé spécial de Marc, Sylvain Wiltord vous emmène dans les coulisses de l'équipe de France. Les autres sélections aussi sont sur le pied de guerre. Match de préparation, infos insolites, images décalées, phrases choc. Vous saurez tout dans le Vuvuzela, le journal de la Coupe du Monde. Toujours exposé, souvent critiqué, que se passe-t-il vraiment dans la tête d'un sélectionneur? De Michel Platini à Gérard Rouillet en passant par Aimé Jacquet, tous se sont confiés sur leur expérience à ce poste. L'enfer de la sélection, un document exceptionnel à découvrir tout de suite dans le Canal Football Club. Dans ce Canal Football Club consacré à la Coupe du Monde et à l'équipe de France à 12 jours maintenant du coup d'envoi, la tension monte, mais l'enthousiasme aussi sur le plateau avec Isabelle Moreau, Elie Bope et Pierre Ménès. Alors on a beaucoup de choses à vous montrer, des documents, des infos exclusives, et puis il y aura donc à partir de 19h55 ce documentaire exceptionnel, l'enfer de la sélection, signé Guillaume Priou, avec 8 sélectionneurs des Bleus qui se confient, qui expliquent leurs doutes, leurs joies et quelques-uns de leurs secrets. Ne ratez pas ce documentaire qui débutera donc à partir de 19h55. Mais on va commencer par l'actualité, par cette équipe de France qui va jouer son deuxième match de préparation dans moins de 2 heures face à la Tunisie à Rades, dans la banlieue de Tunis. Philippe Carillon, vous êtes en direct. Est-ce que vous en savez plus sur l'équipe qui va débuter contre les Tunisiens ? Eh bien Hervé, pas du tout, et pour cause, puisque figurez-vous que pour l'instant, si les Tunisiens sont arrivés, l'équipe de France n'est pas encore arrivée au stade. Donc je ne peux vous livrer que notre pronostic, et notre pronostic penche clairement pour une reconduction quasiment à l'identique de l'équipe de départ qui avait débuté contre le Costa Rica, à l'exception du poste de gardien de but avec Lloris qui remplacerait Mandanda. Je vous donne ce pronostic parce que Raymond Domenech joue beaucoup l'ouverture, la transparence, et toutes les séances de préparation à ce match auquel nous avons assisté se sont déroulées en 4-3-3 avec la même équipe, seul Lloris reprenant le but. Si ce pronostic est le bon, Hervé, ça veut dire qu'encore une fois, Thierry Henry serait remplaçant. Je ne vous étonnerai pas en vous disant que tous les suiveurs qui suivent l'équipe de France en ce moment parlent énormément du cas Thierry Henry. Justement, nous avons mené une enquête très minutieuse en compagnie de Stéphane Guy au sujet de Thierry Henry. Et si vous le voulez bien, Hervé, dans quelques instants, je serai en mesure de vous révéler des informations exclusives sur le sujet Thierry Henry. Merci Philippe, on revient vous voir très vite donc avec vos infos alléchantes. Vous serez aux côtés de Sylvain Wiltord. Un mot sur cette composition, confirmation éventuelle du 4-3-3 qui avait plu à tout le monde contre le Costa Rica, ça vous paraît logique, Pierre ? Oui, il a joué une seule fois dans ce dispositif, ça a plutôt été sympathique. On s'est tellement emmerdé depuis 2 ans avec cette équipe, pour une fois qu'on voit un match rigolo, on a envie d'en voir un deuxième. Ouais. En pleine préparation comme ça, Elie, est-ce qu'il vaut mieux chercher une équipe type ou au contraire faire un petit peu tourner et tenter d'autres formules ? Par le biais de ce système, aujourd'hui, je pense que Raymond Domenech cherche à trouver des automatismes, et c'est une évidence que la défense est la défense type, avec Lloris dans les buts et les 4 défenseurs annoncés. Ce milieu de terrain à 3 a besoin de jouer, d'avoir des automatismes. Il y a un peu d'incertitude sur la pointe, même si c'est Anelka qui a le devant, mais c'est pas sûr qu'il soit titulaire, puisqu'il y a toujours Gignac et Henry, et puis sur ce côté droit, Govou, Valbuena. Mais c'est normal qu'on cherche des automatismes dans un nouveau système. Alors avant de retourner à Rades et de continuer à évoquer l'équipe de France, un petit mot quand même sur ce qui a fait la une de l'actualité ces dernières 24 heures, la désignation de la France pour l'organisation de l'Euro 2016. 2016, ça paraît loin, mais c'est tout proche. En 2016, Isabelle aura 23 ans, c'est ça, je crois. C'est ça, bon. Pierre, hors taxe, ouais. Pierre, il est quand même fort, Laurent Blanc. Il vient d'être nommé et il nous qualifie déjà pour l'Euro suivant. C'est un winner ? Ouais. Non, mais c'est une très bonne nouvelle. Moi, qu'on organise une compète, qu'on soit qualifié directement, c'est bien. Moi, je suis surtout très content parce qu'on va enfin avoir des stades potables et on en a grand besoin. C'est vraiment, attention, des vrais stades tout neufs. Hein, on aura 4 des 9 normalement. C'est tout. C'est ce qui est prévu, 7 à rénover. Et certains très rénovés. 7 à rénover et 4 neufs. Mais c'est un bon point pour Jean-Pierre Escalette. Oui, dis donc, il a fait quelque chose, c'est bien. C'est bien.
Et en même temps, ça fait 6 mois qu'il s'occupe que de ça, parce qu'il est au courant qu'il y a une Coupe du Monde dans 11 jours. Ouais, mais son boulot, c'est plutôt de mener des combats comme celui-ci. Il est quand même pas surmené, il peut s'occuper des deux. Il est bénévole, je vous rappelle. C'est une bonne nouvelle pour le foot français. C'est une très bonne nouvelle pour tout le foot français. Le foot amateur, le foot pro est réuni à travers cet Euro 2016. Mais surtout des villes, on en a assez parlé, comme Nice, voire comme Lille, avaient besoin d'un vrai stade, et vont avoir un vrai stade. Plus d'autres nouveaux stades, comme à Lyon ou à Bordeaux. Mais surtout... Quel âge, toi, en 2016, 29 ? J'aurais un peu plus, voilà. C'est très bien que ces grands clubs aient enfin de vrais stades et qu'ils soient très fonctionnels. L'Euro en France en 2016, on en est ravis. Ça, c'est après-demain. En attendant, il y a le présent, cette Coupe du Monde qui débute donc dans 12 jours. Tunisie-France ce soir. Est-ce que les Bleus sont en train de redevenir séduisants ? Qui va porter le brassard en Afrique du Sud ? Quel sera le statut de Thierry Henry ? Des infos de première main avec nos envoyés spéciaux en Tunisie, avec Philippe Carayon et notamment Sylvain Wiltorn. On en parle juste après la pub. À tout de suite. Le Canal Football Club, bienvenue à toutes et à tous. Isabelle Moreau et Libo Pierre Ménès pour vous parler de la Coupe du Monde qui démarre dans 12 jours, pour vous parler de l'équipe de France qui joue face à la Tunisie dans environ 90 minutes et puis pour vous proposer un documentaire exceptionnel, l'enfer de la sélection, les confidences de tous les anciens sélectionneurs des Bleus. Ce sera entre 19h55 et 20h50. Mais commençons donc par les Bleus qui jouent ce soir à Rades, à côté de Tunis, leur deuxième match de préparation. Les Bleus qui sont arrivés, vous l'avez vu il y a quelques minutes, dans le stade de Rades. Philippe Carayon et Sylvain Wiltord sont sur place. Alors Philippe, vous nous avez dit que on devait normalement voir ce soir la même composition ou presque que contre le Costa Rica, à l'exception de Loris à la place de Mandanda, sans Thierry Henry titulaire. Beaucoup estimaient que si Henry n'était pas titulaire ce soir, il ne le serait pas non plus en Coupe du Monde contre l'Uruguay. Et vous avez à ce propos des informations très précises à nous donner. Exactement, Hervé. Ce sont des informations exclusives. C'est une information Canal+. Peu avant l'annonce de la liste des 30 par Raymond Domenech, le sélectionneur a effectué un voyage vers Barcelone. Il est allé à la rencontre d'un joueur et il n'a fait ça que vis-à-vis d'un seul joueur. Ce joueur, c'est évidemment Thierry Henry. Les yeux dans les yeux, en tête à tête, il lui a annoncé et proposé le pacte suivant. Je vais te sélectionner en équipe de France pour la Coupe du Monde, mais attention, désormais tu changes de statut. Tu n'es plus un titulaire indiscutable. Tu n'es plus qu'un joueur comme les autres, un joueur parmi 23. Tu seras peut-être titulaire, mais tu seras peut-être remplaçant. Tu seras peut-être mon joker. Quelle a été la réaction et la réponse de Thierry Henry ? Immédiatement, Thierry Henry a dit OK, bien conscient tout d'abord que sa saison particulière avec Barcelone justifiait le raisonnement de son sélectionneur. Et Thierry Henry s'est même désormais fixé comme nouveau challenge, justement, de tout faire, de tout tenter pour regagner une place de titulaire indiscutable. Je précise une chose importante, Hervé, ce pacte de Barcelone, les yeux dans les yeux, s'est conclu dans une parfaite harmonie, c'est-à-dire en toute clarté, en toute sincérité, en toute limpidité. Sylvain, vous qui connaissez bien Thierry Henry, est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution ? Est-ce qu'il va supporter cette situation ? C'est vrai que je connais bien Titi. C'est vrai que c'est pas du tout évident pour lui. Mais s'il a réglé ça avec le coach, je pense qu'il va accepter ce nouveau rôle. Thierry aura un rôle très important au niveau du groupe. Mais j'ai assisté hier à l'entraînement et je peux vous dire que Thierry Henry répondra présent à cette Coupe du Monde. Sylvain, solidarité, j'ai la même voix que vous. Je sais pas où vous étiez hier soir, mais vous étiez où tous les deux? on n'était pas ensemble. On n'était pas ensemble, je promets. Adrienne. Pierre, c'est une vraie info là que vient de nous donner Philippe Carayon et les équipes de Karim Nedjari. Votre réaction, Thierry Henry, joueur comme un autre dans le groupe? Ma première réaction, c'est que pour un mec qui est censé avoir un gros melon, penser qu'à sa gueule et être ingérable dans un groupe, il a quand même de bonnes compositions, que ce soit avec Barcelone ou avec l'équipe de France. Maintenant, c'est normal. Il n'a pas joué pratiquement en 2010. Il était remplaçant, voire même remplaçant du remplaçant à Barcelone. Moi, je trouve que par rapport à un mec qui a son passé et son palmarès, accepter ça, c'est bien. Maintenant, je ne suis pas certain que Thierry Henry remplaçant, ce soit
Voilà, c'est intéressant d'avoir un Thierry Henry qui va mériter de regagner sa place. Thierry Henry rentrant une demi-heure de la fin, ça m'intéresse pas. Bon. Je pense qu'il n'a pas les capacités. Un mec de 33 ans, c'est un diesel, comme le disait Raymond par rapport à Gallas aussi. Il faut qu'il chauffe. Mais s'il a besoin de 28 minutes pour chauffer, qu'il rentre à 30 minutes de la fin, ça va faire peu pour faire la décision. Ouais, rien ne dit qu'il ne va pas regagner sa place dans les matchs de préparation. S'il marque 2 buts ce soir, ça va être compliqué derrière. Ouais. Alors, la conséquence de ce nouveau statut de Thierry Henry, c'est que le brassard va changer de bras, Philippe Carayon. Ça veut dire qu'Evra, capitaine, c'était pas du provisoire. Alors, c'est une autre information Canal+. Il faut savoir une chose. Évidemment que Raymond Domenech a besoin, pour capitaine de l'équipe de France en Coupe du Monde, d'un, entre guillemets, titulaire inamovible. En fait, la réflexion de Domenech s'articule autour de 2 hommes. Il y a pour lui 2 candidats naturels au brassard de capitaine, qui sont Patrice Evra, il l'était face au Costa Rica, et Eric Abidal, qui aurait très bien pu l'être également face au Costa Rica, s'il n'avait pas été confronté à une petite incertitude quant à sa capacité à tenir toute la rencontre physiquement. Il avait un petit pépin. Donc, ça devrait se jouer entre Evra et Abidal. Aujourd'hui, il y a un avantage pour Evra pour la triple raison suivante. Domenech apprécie les qualités naturelles de leader d'Evra dans le groupe comme dans sa communication extérieure. Domenech a été marqué par le fait qu'en cours de saison, Evra devienne capitaine de Manchester United. Ça veut dire beaucoup pour Raymond Domenech. Et d'ailleurs, Raymond Domenech, quand il parle de la capacité de leadership de Patrice Evra, il dit « Patrice, c'est même plus qu'un leader ». Alors que veut-il dire par là ? Probablement que Evra est pour le sélectionneur aujourd'hui un relais, voire un homme de confiance. Elie Baup, ce groupe avec donc Evra, nouveau capitaine, Henry, ancien capitaine, replacé joueur dans le groupe, comment vous voyez les choses en tant que technicien ? Ce positionnement de Evra, déjà en tant que titulaire indiscutable, c'est une force. Ensuite, il a cette capacité aussi d'analyse au niveau de l'organisation tactique. Il peut aider ses partenaires, surtout dans un nouveau schéma de jeu qu'il connaît très bien. Donc ça, c'est une force. Et ensuite, il est unanimement reconnu par ses partenaires. Donc ça fait beaucoup d'éléments pour le nommer capitaine. Sylvain Wiltord est toujours avec nous. Sylvain, vous connaissez très bien cette équipe de France. D'ailleurs, le public n'a pas oublié que vous étiez en bleu il y a quelques mois seulement. Vous avez reçu un accueil assez triomphal de la part des supporters de l'équipe de France. On va voir les images à Rades avec une petite séance de dédicace. On va regarder ça. Je vais te l'envoyer après. Alors vous avez un statut particulier, vous êtes ancien international mais encore joueur en activité, puisque vous allez continuer votre carrière et pendant toute la Coupe du Monde vous serez notre envoyé très spécial auprès des Bleus, notamment grâce à un petit appareillage. Alors c'est une sorte de 3e œil qu'on vous a greffé sur le torse. On va peut-être montrer le truc. Moi, c'est pas possible. Non, toi c'est pas possible effectivement. Vous aurez cette petite caméra sur le torse, ça s'appellera l'œil de Wiltord. On retrouvera ça dans le Canal Football Club pendant toute la Coupe du Monde. Et vous êtes allé voir vos anciens coéquipiers à l'entraînement pour vous présenter, pour leur présenter ce nouveau rôle. On regarde ensemble cette séquence, Sylvain. Ça va ? Ta caméra là. On est là, on travaille. Viens la famille. Tu sais, quand t'as chambre Ah ouais, vous me gardez une place. Hein, là, okay. Au cas où. On n'est pas loin en plus à l'hôtel. Je suis à la retraite, moi. Hein? Non, je continue encore. Je sais. Tu bosses pour qui là, Sylvain alors? Pour qui tu bosses? Canal, Tarek, on est là. Non, mais je vais vous suivre. Déjà, je suis à l'hôtel à côté. Mais là, comme vous êtes avec la famille, tranquille, c'est pour ça. À tout à l'heure, l'ami. La classe ou quoi? Beau gosse, c'est vos potes, Sylvain. Vous sentez un petit peu le truc. Comment ils vivent les Bleus en ce moment, à votre avis? Est-ce que ce qu'on entend, on entend que c'est l'ambiance est meilleure en ce moment. Est-ce que vous le ressentez également? Oui, tout à fait. C'est vrai que je suis allé à l'entraînement. J'étais pas très loin de l'hôtel. Et l'équipe de Bleu vit très bien. Il y a une bonne ambiance. Ils sont contents. Ils sont très contents de la prestation contre le Costa Rica. Alors ils sont dans la continuité. Ils sont dans leur préparation. En tout cas, tout va bien. Les Bleus vont bien.
Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une petite caméra magique. Et je vais aller chercher plein de petites infos, mais en tout cas beaucoup de choses décalées avec mes envies, mes plaisirs, ma musique. On va dire un petit peu que l'équipe de France... Pardon ? Ta voix. Et votre belle voix ? J'ai pas... La voix. Ta voix. Ah oui, ça cause. Achetez les pastilles. Merci non, Sylvain. Non, mais c'est à cause du temps. Ah, on n'en doute pas. Merci beaucoup Sylvain. On est ravis en tout cas de vous retrouver dans le Canal Football Club tous les soirs à partir donc du 10 juin. Pierre, vous êtes d'accord pour dire qu'une nouvelle équipe est née, entre guillemets, là ? Il y a une phrase qui m'a marqué, c'est dans l'interview d'Eric Abidal, il a dit « il n'y a personne pour pourrir l'ambiance ». Très sympa pour les absents, mais qui est peut-être très symptomatique de ce qui se passe. Maintenant, l'ambiance, c'est bien, mais enfin, c'est pas les bidochons en vacances non plus, hein, c'est une Coupe du Monde. Pendant ce temps-là, que font les autres nations ? Eh bien, Jean-Charles Sabatier va nous le dire. C'est l'heure du vous est là. Bah, j'ai pas mon doute. Jean-Charles Sabatier, j'ai du mal. Ça va, Jean-Charles ? Ça va bien ? Ça va être interdit ou pas alors ? Non, ça va être cauchemar. Bon courage de vos écrans. Hein. Bonsoir à tous les amis, nous sommes à J-12 de l'ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA et comme on a pu le voir, effectivement les espoirs renaissent du côté des Bleus, ça met un peu plus de pression sur les adversaires de l'équipe de France et c'est justement par cela qu'on va commencer. Voici les infos du groupe A. Et d'abord une confirmation, écoutez bien. Les vuvuzelas sont là, en force, difficile de s'entendre dans ce contexte. Carlos Alberto Parreira en a fait l'expérience lundi lorsque l'Afrique du Sud accueillait la Bulgarie. Sangoueni pour les Sud-Africains et Bodjinov pour la Bulgarie. Score final 1-1 et 9e match consécutif sans défaite pour les Bafana. 3 jours plus tard, c'est l'événement avec l'inauguration officielle du Soccer City Stadium de Johannesburg, là où se déroulera la finale de la Coupe du Monde. Une ambiance monstre pour fêter une victoire étriquée 2-1 face à la Colombie grâce à un pénalty très généreux accordé aux Bafana qui reste donc invaincu. Regardez bien, voici le seul match de préparation de l'Uruguay. Premier adversaire des Bleus le 11 juin. C'était contre Israël et son nouveau coach Luis Fernandez. Et les nouvelles ne sont pas rassurantes. On savait que Forlan était en grande forme. Rien de bien surprenant pour le démonstratif Oscar Tavares, le sélectionneur uruguayen qui peut aussi compter sur Abreu, auteur d'un doublé pour un large succès 4-1. L'Uruguay, c'est sûr, aborde la Coupe du Monde avec un maximum de confiance. Côté mexicain, en revanche, on a un peu de morale dans les Santiago. Bilan de la semaine, 2 matchs, 2 défaites et une défense en papier mâché. 3 buts encaissés contre l'Angleterre lundi à Wembley. Et 2 jours plus tard, nouvelle défaite, cette fois-ci contre les Pays-Bas, avec encore 2 buts dans la musette. Conclusion, face aux favoris, même en rodage, le Mexique ne fait pas le poids. Des soucis en perspective pour Javier Aguirre, qui doit en plus composer avec Guatemoc Blanco, la star mexicaine, surpris avant-hier à 4h du mat, en train de fumer des clopes et de boire des bières. Il a quel âge, lui, 36 ans. Il est pas mal. Le Mexique qui vient de rejouer un match cet après-midi, ça vient tout juste de se terminer. Victoire 5-1 face à la Gambie. On rappellera que c'était quand même le 12e match de préparation. Pour l'instant, le bilan est plutôt favorable avec 7 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Et le prochain match, c'est jeudi contre l'Italie. Staccanoviste du foot. Absolument. La Gambie en même temps. La Coupe du Monde, ils vont être peut jouer contre les pompiers d'ici, les Moulineaux aussi. Allez, on passe aux autres infos de ce mondial avec le vous-vous-en-mettre. Dans la série, Régis se prépare pour la Coupe du Monde. Il y avait William Gallas pour la France. Voici maintenant Thomas Müller pour l'Allemagne, victime d'une belle gamelle en VTT. Ah, une méga grosse frayeur, mais seulement quelques égratignures pour le joueur du Bayern. L'Angleterre va gagner la Coupe du Monde, c'est mathématique. C'est en tout cas le résultat d'une étude de la banque d'affaires JP Morgan se basant sur l'analyse quantitative. Prophétie ou fumisterie, en tout cas l'Angleterre est bénie des astres. Cet après-midi, la sélection de Capello a réussi l'exploit de gagner son match contre le Japon sans marquer de but. 2 autogols des défenseurs nippons offrent une victoire peu reluisante à Rio Ferdinand et les siens. Mais pour réveiller ses supporters, le pays des Beatles peut toujours compter sur la musique et c'est bien connu. Voici Common Lions, dernier hymne de soutien à l'Angleterre. Ça va bien de Cheryl Cole, ça. Hein. Ouais. C'est la femme de Ashley Cole. Absolument. Ça, c'est dégoûtant, c'est pas beau, ça. Et il nous avait habitués vachement mieux. Rien de bien.
un petit peu loose, là. pas, hein. Hervé ne déteste pas. Ils sont un peu loose. C'est pas faux. Allez, on poursuit avec le Vouvou, part 2. Le quoi? Et une bien mauvaise nouvelle pour le Ghana qui redoutait cela par-dessus tout. Michael Essien ne participera pas à la Coupe du Monde. Blessé au genou en janvier dernier, le milieu de Chelsea ne sera pas rétabli à temps. Résultat, les Black Stars se sentent bien seuls. Without him, it's going to be very, very, very difficult for us. But we'll try our best to play well and then so that we'll make him happy. Le Ghana présent il y a 48 heures en région parisienne avec la Côte d'Ivoire et le Cameroun pour une rencontre de gala. Que du beau monde et une surprise, cet homme, New Look Rastafari pour Rigobert Song qui franchement en a surpris plus d'un. Même le Gwen ne l'avait pas reconnu. Il a quel âge, Rigo, lui Je vois 45 ans. Liesse populaire en Argentine au moment du départ de Maradona et de ses hommes pour l'Afrique du Sud. C'était hier et comme d'habitude, le sélectionneur argentin nous a gratifié d'un bon mot et d'une promesse qu'on a hâte de voir. Si Argentina sale campeona en Sudáfrica. Me pongo en bola y salgo a recorrer el obelisco. S'il gagne la Coupe du Monde, tout à poil et court jusqu'à l'obélisque. C'est hâte de voir ça, non Lulu Nicolas. C'est ce que dit Lulu Nicolas. Soyons Allez. bien clairs, si la France est France championne du gagne, monde, c'est je le pire qu'il se fais. met à poil. Mais non, enfin, On préfère. j'ai le respect des gens, moi, quand même. Tu cours jusqu'à l'obélisque. Allez, Ouais, avant de se je quitter, cours jusqu'à l'obélisque, ce sera déjà assez dur. Ouais. voici le mot de la fin, mesdames, messieurs. Non, comme ça, peut-être. Voilà, c'est top. Merci Jean-Charles, merci. Il y a une technique pour réussir. Les Bretons ne sont pas doués avec ça, c'est tout. On vous l'avait promis, vous allez découvrir maintenant un documentaire exceptionnel. 8 sélectionneurs qui se sont confiés à Guillaume Priou après leur expérience de sélectionneur. Un poste dont on dit qu'il est le plus exposé avec celui de Premier ministre. L'enfer de la sélection, c'est un document signé Fabrice Godet de la Loi, Christophe Estagno et Guillaume Priou. On souffre tous les jours. C'est une situation de passage. C'est beau, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est beau quand ça gagne, c'est pas évident quand ça perd. Dans la victoire, vous êtes seul. Il n'y a pas que dans la défaite. Tous les yeux sont tournés vers vous, tous vos gestes sont épiés. Vous savez que vous allez être une cible. C'est une vie particulière. Après, la vie ne nous appartient plus. On est à la pointe de tout. Mais on peut être à la pointe du fusil. Plutôt une responsabilité immense. On attend également beaucoup de nous. Le plus souvent, ils ont été de grands entraîneurs de club, souvent aussi les adjoints du précédent sélectionneur. Mais face à une fonction qui allait forcément marquer leur vie, il a fallu se décider. Vite. C'était Claude Bèze en Hongrie. J'ai commenté pour Canal. Puis je peux pas prendre l'ascenseur parce que il est en panne dans l'hôtel de Hongrie, donc je descends à pied. Je suis au 4e étage, j'arrive au 1er, et puis il y a Claude Bèze qui descend, et Michel, parce qu'il bégaye un peu, Michel, faut que je te parle. Alors j'ai dit oui, il faut que j'aille. Ouais, non, 2 minutes. Il me dit voilà, ça va mal, il faut que tu deviennes sélectionneur de l'équipe de France. Je dis pardon. Il faut que tu sois sélectionneur de l'équipe de France. Ah, j'ai combien de temps pour décider? T'as 30 secondes, qui me dit. Mais il m'avait dit, Roger, il faut que tu te prépares. Prépare à quoi?
de prendre des risques, des responsabilités. Et puis donc, je sentais qu'en fait, il fallait que je le fasse parce qu'il n'y avait personne d'autre à l'époque. C'est une décision difficile, mais bon, après, t'es dans l'obligation d'accepter parce que l'équipe de France t'a tellement donné que tu peux pas la laisser tomber si ça va mal. C'est un mélange de fierté, c'est un mélange de crainte, c'est un mélange de se dire qu'est-ce qui va se passer. C'est le mot, c'est l'inconnu. C'est quelque chose d'intense, de fort, parce que là, d'un seul coup, vous sortez carrément de l'ombre. J'ai sélectionné la première fois des joueurs que j'ai jamais vu jouer, quoi. Enfin, que j'ai vu dans un match, j'ai trouvé beau, j'ai allé, on sélectionne, parce que bon... Mais c'est pas aussi simple que ça. J'ai passé des kilomètres et des kilomètres. Mais je crois qu'on a d'autres soucis que de penser être grisé ou prendre la grosse tête, ou au contraire. Je pense qu'il y a des décisions à prendre qui sont difficiles par moments, qui sont presque parfois inhumaines. Mais bon, il faut assumer, il faut le faire. Ouais, c'est comme ça. C'est la vie de sélectionneur. La suite de l'enfer de la sélection, c'est dans un petit instant, juste après la pub. Et vraiment, ne ratez pas ça. Les sélectionneurs évoqueront la pression médiatique, la pression des stars de l'équipe qui n'hésitent pas parfois à s'attaquer à leur chef avec des documents d'époque. C'est dans quelques minutes. La suite du Canal Football Club et du documentaire L'enfer de la sélection. Je vous rappelle les informations que nous ont révélées tout à l'heure nos envoyés spéciaux à Tunis, où la France joue dans moins d'une heure son deuxième match de préparation. Thierry Henry devrait débuter le mondial sur le banc. Raymond Domenech est allé lui expliquer à Barcelone il y a quelques semaines qu'il l'emmenait dans le groupe des 23, mais sans statut particulier, ce qu'a accepté Thierry Henry. Et du coup, le brassard de capitaine passera au bras de Patrice Evra ou Eric Abidal pendant toute la Coupe du Monde. Voilà, l'info révélée par Philippe Carayon, Karim Nedjari, Sylvain Wiltord et toutes nos équipes qui travailleront pendant la Coupe du Monde au plus près de la vie des Bleus. La suite de l'enfer de la sélection, maintenant la vie quotidienne quand on est sélectionneur de l'équipe de France, c'est tout de suite avec Guillaume Priou. Autant en club, quand on a des victoires, on a des moments de bonheur. On gagne la Coupe de France. Mais vous ne pouvez pas vous figurer. Vous faites un doublé. Oh, Coupe de France, c'est indescriptible. On peut pas parler. C'est là. Qu'est-ce que l'équipe de France, vous n'avez rien. Tant que la compétition n'a pas débuté, vous êtes dans un climat complètement bouleversant, stressant. Vous êtes dans un climat d'inquiétude. Le pire, c'est le stress, parce que on garde à l'intérieur beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne veut pas dire, pour pas envenimer, pour pas régler les comptes sur la place publique. J'ai jamais été élevé comme ça, j'ai jamais travaillé comme ça. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis toujours à l'intérieur, mais jamais en dehors. Et puis,
la pression du résultat. Je me souviens, quand on passait ces examens, il fallait réussir. Donc, chaque match qui se présentait, il fallait réussir. En plus, avec des champions du monde. Dernier match contre la Tchécoslovaquie de qualification en Espagne, on est à 1-1 et si nous marque un deuxième but, on est éliminé. Si on en marque un, on est sûr d'être... Bon, et il reste 10 minutes et Platini se blesse. Et Platini va au vestiaire. Qu'est-ce que je fais? Je vais au vestiaire. Je vais pas au vestiaire pour voir ce qu'il a. Pour m'enlever de l'oppression d'être là, encore 10 minutes à subir. Mais bon, c'est le cœur. Voilà. Mieux vaut ne pas rester plus de 4 années à la tête des Bleus, a dit un jour Aimé Jacquet. Trop de pression, trop d'attaques à endurer. Sélectionner, c'est d'abord tenir, résister à l'angoisse, supporter la solitude. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de football, mais de la France, d'un pays tout entier. Quand Lizarazu a eu les menaces du groupe ETA, admettez qu'il se soit passé quelque chose. Est-ce que j'avais le droit aussi de priver Lizarazu d'être international? Voilà autant de questions, autant de réflexions qui sont très, très, très importantes. Parce que là, ces menaces, c'était la vie ou la mort. Je peux vous dire que les nuits, pour moi, ont été très longues. C'était mon devoir d'avoir cette responsabilité. À un certain moment, vous êtes seul dans votre fonction de sélectionneur. Heureusement que l'environnement est surtout familial. Et là, non pas pour vous protéger, mais pour vous soutenir, quelle que soit la situation. En partant en 78 pour l'Argentine, sur le chemin pour aller prendre l'avion et partir en Argentine, j'ai été attaqué par 4 voyous. Ma femme m'a emmené à l'aéroport pour prendre l'avion et ils sont venus en voiture, ils m'ont jeté dans le fossé, j'avais les 2 mains dans le dos et lui il avait le Colt. C'était des Argentins qui étaient contre le gouvernement argentin, contre la dictature exactement argentine et qui voulaient faire un échange entre les prisonniers argentins et moi. Je réussis à attraper le canon du Colt et à le détourner de moi. Avec cette main, ça m'a ouvert d'ailleurs, le viseur du bout m'a ouvert toute la main. Mais je l'ai réussi à le faire passer au-dessus de moi et je suis resté comme un con avec le revolver dans la main. Voilà comment à un moment j'ai failli arrêter parce que ça me semblait tellement énorme que pour une équipe nationale, on en arrive à cette démesure. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas tout pensé, on n'a pas pensé à tout. Et puis après, vous êtes obligé d'avoir un comportement extrêmement précis. Vous vous sentez surveillé, vous vous sentez épié, vous vous sentez complètement disséqué. Donc c'est un peu de chimol. Ouais. Il y en a qui se délectent avec les sélectionneurs, oui, bien sûr. Ouais. Créer une ambiance, un esprit, ce lien qui unira les joueurs. Voilà aussi le rôle du sélectionneur. Mais avant que le match ne débute, dans le quotidien de l'équipe de France, à quoi son travail ressemble-t-il? Un casse-tête permanent, répondent la plupart. Ça me fait beaucoup sourire quand j'écoute « Mais qu'est-ce que fait un sélectionneur ?» Oh mon Dieu, si les gens savaient. Il faut être copain, il faut être ami, il faut être chef, il faut être entraîneur. Tout dépend de la compétition, mais pas être au-dessus d'eux, être au milieu d'eux. Allez, commencez tout doucement à allonger la course, allonger la frappe, là, allez. Il y en a qui me tutoyaient, il y en a qui me vouvoyaient, il y en a qui m'appelaient Michel, il y en a qui m'appelaient coach, il y en a qui disaient il, comment il va aujourd'hui. S'ils ne savaient pas s'ils devaient tutoyer ou vouvoyer. C'est marrant de la personnalité de chaque personne. Je crois qu'on est un peu le frère, le père, le frère, le confident. Les gars, je voudrais vous dire une chose. Bravo. Bravo. Il faut créer cette ambiance et ça demande de la part du responsable et de son entourage, de tous ceux qui l'entourent, je dirais une cogitation permanente, une réaction permanente et avoir ce que j'appelle le temps d'avance.
avoir un tout petit peu d'avance pour pouvoir justement aborder les problèmes, pour ne pas les régler dans l'urgence ou dans l'effervescence. Du mardi matin au jeudi soir, voire vendredi matin, les 20 joueurs que je retenais, je les voyais tous individuellement. Puis après, je voyais peut-être les 2 ou 3 cadres. Et puis après, je voyais peut-être les attaquants. Donc, vous ne faites pas du terrain avec une sélection. Vous faites surtout de la communication et du travail psychologique. On doit passer 70% de son temps dans le contact, dans l'échange. Je ne sais pas écrire. Je ne suis pas du tout écrivain, je ne suis pas du tout lettré. Mais j'écris tout le temps. Dans la journée, je pouvais noter 5-6 aspects, 5-6 pensées, et après les étayer, les voilà. Mais j'étais pas non plus pour faire de longs discours. Donne-toi confiance. Si t'es en position de frappe, ne fais pas un truc difficile. Reste à ton aile. Les gens attendent les ailiers. Et nous aussi. D'accord. Moi, j'avais pour habitude de faire la causerie quand les joueurs font la sieste. Je faisais la causerie. Et une fois qu'elle est rédigée, je la lis 2 fois, puis c'est tout. On ne vient pas les mains dans les poches, contrairement à ce qu'on croit. Volonté de devenir un grand. Et si on veut poursuivre la route, c'est évidemment la qualification. Et puis je rajoute, et c'est un plus, c'est l'anniversaire à Michel, je crois qu'on peut faire ce cadeau-là, c'est le plus beau. Bien sûr qu'il y a une petite note motivationnelle à la fin, mais ça c'est personnel chacun, mais c'est plus, à mon avis, un élément pour donner confiance à votre équipe. Pour garder cette confiance et cette sérénité, qu'est-ce que c'est ? C'est imposer notre jeu.
Puis il y a la question aussi de ne pas tétaniser son groupe. Il faut faire attention, il faut savoir l'emploi des mots, la richesse des phrases, la tonalité qu'on met dans chaque causerie, avec des intonations. Vous voyez. On varie, on réveille, on stimule, on pique, on provoque, ou alors on est calme, comme on dit maintenant, on est cool. Moi, c'était un test, et quand je finissais la causerie, même s'il y avait encore le match, j'avais l'impression déjà d'avoir fait le match. Après, messieurs, on est avec vous, mais c'est à vous maintenant. J'espère que je ne suis pas passé à côté du sujet, quoi. Vous avez vu que c'est impressionnant, il faut le préciser. Si jamais un cours de match, il venait à changer, on changerait nous aussi. Mais je crois que c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Il faut que tout le groupe vive l'événement ensemble. Et ça, c'était notre force en 98. C'est que tout le groupe a vécu les événements. Et on en a eu des événements graves. Si on n'avait pas pris ces décisions, mais on ne passait peut-être même pas le premier tour. Si on n'avait pas pris ces décisions, savoir que Zidane allait nous quitter, qu'il y avait des blessures, tout de suite Guy Varche blessé, et vous vous rendez compte ce qui nous est arrivé. Mais c'est monstrueux ce qui est arrivé. Quand je repense à tout ça, je me dis, mais comment se fait-il que tu aies pu rester tranquillement? Parce qu'on avait fait le travail, on avait donné de la responsabilité à tout le monde, on avait investi des gens, on avait aspiré des gens vers nous pour pouvoir qu'ils soient là, présents, même s'ils étaient sur le banc de touche. C'est dur d'être sur le banc de touche. Et un jour, on a besoin de vous. Eh bien, c'était là, tous. Tous, ils ont été là. Quand on les appelait, tous, ils ont répondu présents. Parce que tout ce qui avait été fait avant a été bien réalisé, bien compris, et les joueurs étaient extrêmement sensibles à cet état d'esprit développé sur l'intérieur. 67 jours de vie en interne sans conflit, que ce soit au championnat d'Europe, que ce soit au championnat du monde, ou que ce soit le peu de jours qu'on a passé en Corée. Bien que ça s'est un petit peu lézardé. Quand on parle de fraternité, d'attention, on ne peut pas dire que je n'ai pas le droit de dire, je m'interdis de le dire. Mais les stars, ça se manage et ça se protège. Et il faut surtout faire attention de ne pas avoir ce réflexe de les assassiner quand ils ne sont pas aussi décisifs et performants, parce que je répète qu'au bout du compte, c'est quand même
Qu'ils vous découvrent et qu'ils vous respectent. J'ai vu des gestes, même sur le terrain, je te le dis, Willy, je te le dis, parce que t'as le droit encore de prendre une fessée devant tout le monde. J'ai le droit de te le dire. Et je te jure que ça me fait chier de te le dire parce que t'es un grand, parce que tu viens de gagner. Mais il y a disproportion entre la paix médiatique et puis le comportement. Et ça, je dois le dire. J'ai pas le droit de vous le cacher. Mais quand tu fais, sur le côté droit, une tentative de petit pont, comme l'autre jour, j'ai dit, non, pas ici, si on veut gagner, non, les gars. C'est un devoir de dire aux mauvais élèves, je ne parle pas pour Willy, qui était un élève excellent, que son devoir n'est pas bon, mais il faut lui dire pourquoi. Il faut lui dire pourquoi. Ça, il faut faire. Si tu veux, on va se remettre au travail. Mais dans un groupe, il y a des règles. La logique, certaines fois, c'est d'être dur, c'est d'être critique. C'est pas, comme vous dites, d'être papa poule en disant gardien de but, tu viens de prendre un but entre les jambes, laisse tomber, tu seras encore là. Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut être logique, respectueux et être surtout très très précis. Il y a toujours un petit moment des joueurs qui pensent que c'est une injustice de ne pas être dans l'équipe, d'autres joueurs qui pensent que celui-ci ne devrait pas jouer. Mais c'est inévitable, ce sont des hommes, avec tout ce qu'on leur dit, parce que c'est rien, le joueur lui-même. Mais il a le téléphone, il n'y avait pas le portable en ce temps-là. Il a le téléphone, il y a sa femme qui dit « Comment ça se fait que tu joues pas ? C'est celui-là qui joue, mais pourquoi ? Il est copain avec Hidalgo ou c'est inévitable. » Et le gars est là, oui, peut-être que tu as raison. Alors il vient à votre porte de chambre, Michel, est-ce que je peux vous voir ? Oui. Pourquoi je joue pas alors que c'est voilà. Mais ce sont des discussions d'hommes et on explique. Il faut que les joueurs ils sentent que c'est dans l'intérêt général du football, qu'ils mettent à part leur égoïsme. Vous savez, en 84, on a joué contre la Belgique, on avait 5-0, on avait 5 numéros 10, 4 libéraux, 2 attaquants, 2 pointes, quoi. C'est-à-dire, on faisait 3 places à nous 11. Et puis on a joué, Jean-François Demergue il a joué à gauche, Patrick Luis Fernandez il a joué à air droit, Bernard Lacombe il revenait en retrait, donc il joue. Et puis voilà, et puis on s'est tous mis les uns et les autres, on a gardé nos qualités, et puis ce qu'on avait comme faiblesse, on se retroussait les manches, et puis on allait faire un peu plus dans l'intérêt du groupe. Ça c'est une équipe, ça c'est un groupe, et c'est ce que j'essayais de faire passer quand j'étais. Avec ça, de toute façon, quand on n'est pas avec l'équipe, on va observer les matchs. On a les adjoints qui sont avec vous, qui vont aussi observer des matchs, qui vous rapportent les informations. Vous savez, on en a passé des nuits avec mon staff. Des nuits, j'ai bien dit des nuits, où on remettait tout en cause. Ce qui est difficile, vous voyez, c'est ça. Rayer un nom. On raye une personne humaine. On n'aime pas ça, et s'il y a quelque chose qui empêche de dormir, c'est quand il faut éliminer des joueurs. La difficulté est là d'écouter ce que dit la presse, d'écouter ce que dit ton staff, ce que tu dis Gérard Rouillet, qui ont tous des idées. Mais le problème, c'est de dire, est-ce que je dois perdre avec mes idées ou avec les idées des autres ? Parce que si tu perds avec les idées des autres, alors là, tu passes vraiment pour un abruti. Vis-à-vis de toi, tu le vis mal. Tu dis, putain, je pensais que c'était ça. Puis j'ai écouté tout le monde. Je suis un abruti d'écouter tout le monde parce que ça, c'est la difficulté. Parce qu'on est tous sélectionneurs. Il y a les émissions de télévision où les journalistes, ils disent, lui devrait être sélectionné en équipe de France. Il est bon. Pourquoi Platini ne le met pas en équipe de France ? Alors aux journalistes qui disaient, pourquoi Platini en équipe de France, je mettais un carton jaune. Puis s'il redisait une deuxième fois, je ne parlais plus, il n'existait plus pour moi. Parce que c'est pas son rôle de sélectionner l'équipe de France, c'est le mien. C'est un puzzle qu'on met en place, mais il est fragile. Il est fragile tant que les compétitions ne sont pas finies. C'est là que, bien sûr, le sélectionneur se trouve tout seul. Est-ce qu'il faut en prendre 30 ou 23 ? C'est pour ça que moi j'ai pris une lourde décision. J'en ai pris 28. Et heureusement que je l'ai fait. Ça a été déterminant pour la qualification de cette équipe et ça a été déterminant pour l'ambiance de l'équipe. Bien entendu, je savais qu'il y avait 6 joueurs
qui forcément allaient nous quitter. Il y a eu 6 garçons qui ont été blessés, qui ont été meurtris, et je le comprends, et j'accepte toutes leurs critiques, j'accepte toutes leurs... Mais ils nous ont beaucoup apporté. Des fois, quelques heures avant la communication à la presse, on ne sait pas quel sera le 23e ou le 22e. Il peut y avoir aussi ceux qui ont donné beaucoup à l'équipe de France pendant les qualifications et qui, pour des raisons diverses, ont un passage difficile dans leur club ou sortent de blessures. Et là, c'est surtout à ce moment-là que le doute ou la réflexion est la plus dure, ou des fois dans la nuit, à 3h du matin, on se dit « ouais, mais lui, il s'est blessé, il n'a pas joué », qu'on n'hésite pas, mais qu'on se pose des questions. Quand on donne la liste, c'est un soulagement. Voilà. C'est un soulagement sans savoir ce qui va se passer après. Mais on est malheureux pour ceux qu'on n'a pas pris. On a l'impression qu'on les aime pas, et c'est pas vrai. On les aime autant. C'est peut-être la décision la plus dure que j'ai prise de toute ma carrière, aussi bien d'entraîneur que de sélectionneur, c'est d'éliminer toute une génération. Je me suis privé d'anciens, justement. Je pense à Domergue, je pense à Specht. J'ai privilégié la présence de jeunes joueurs, en sachant qu'ils n'auraient pas de turbulence s'ils n'étaient pas titulaires. Donc, il vaut mieux éviter les problèmes avant que pendant. Après, il faut constituer l'équipe qui va jouer. Vous avez 23 noms, mais il faut bâtir une équipe de 11 noms. Chacun aura son intelligence. Sachez que le sélectionneur, quand il fera ses choix, il le fera en fonction d'affinité, il le fera en fonction d'une certaine honnêteté intellectuelle, et puis en ce que je pense du football. T'écoutes tout le monde, et puis à la fin, c'est toi qui mets les 11. Et choisir, c'est renoncer. C'est-à-dire que t'as 11 qui jouent, puis tu renonces à d'autres. Ils font la gueule, ils sont pas contents. Il y a toujours que 11 qui jouent. C'est ça le problème du football. Si on veut avoir un relais qui est indispensable vis-à-vis du groupe, il faut avoir un grand capitaine. Et ce capitaine, c'est vous qui le déterminez. Il est au courant de tout avant tout le monde. Chaque fois que j'ai pris des décisions, Didier Deschamps était au courant avant. Après, je lui expliquais mon argumentation, il avait sa réflexion, et puis, hop, c'était parti. C'est le tampon des tensions à l'intérieur du groupe. C'est le sanglier qui, quand le couple est en train de s'écarter, ramène tout le monde. Naturellement, Didier, un peu aussi avec Blanc, il y avait souvent des gens qui ramenaient tout le monde dans le droit fil. Et quand vous avez ça, surtout n'intervenez pas. C'est de l'autodiscipline, de l'autogestion. N'y touchez pas. Il est arrivé Michel Platini, garçon bien élevé, poli. Bonjour monsieur, à tous les joueurs. Bonjour monsieur, bonjour. Il les connaissait pas. Coup franc pour nous, l'équipe de France. Celui qui les tirait, c'était le capitaine, c'était Henri Michel. Et au moment où il va tirer, Platini vient vers lui, donne-moi le ballon. Alors si vous voyez les joueurs, donne-moi le ballon. Bon, Henri Michel, qu'est-ce que c'est que ce morveux là qui il regarde et l'autre il dit, donne-moi le ballon, je marque. Ah, comme un défi, il lui dit, tiens, ballon au fond des filets d'Ic. La grande force de Michel, en dehors de ses qualités de footballeur, c'est qu'il est toujours resté à sa place. Et quand il avait à intervenir, il n'intervenait pas avec l'entraîneur ou sur l'entraîneur, les choix de l'entraîneur. Il intervenait auprès des joueurs au sein de l'équipe. Il y a des gens qui disaient que je faisais l'équipe de France sous l'ère Hidalgo, donc on pourrait penser que j'avais un peu d'expérience, ce qui était faux d'ailleurs. Il n'a jamais voulu, seul, me dire, voilà, je pense qu'il faudrait mettre un tel. Jamais. Par contre, il y avait à 2 ou 3 joueurs, ensemble, ils venaient me voir et me dire, est-ce que ça serait pas mieux si on faisait ça. Et je les écoutais. Parce que c'était, comme je disais tout à l'heure, c'était du bon sens. Et en même temps, c'était pour qu'il y ait victoire.
Donc, je les écoutais. J'ai souvent fait ce qu'ils me demandaient de faire. Ils sont sur le terrain, ils voient certaines choses qu'on ne voit pas quand on est sur le banc. Particulièrement le capitaine, quand il disait quelque chose, je peux vous garantir que pour moi, c'était des paroles et des mots qui marquaient. Donc, forcément, dans ma décision, par la suite, je ne sais pas comment ça se passait souvent, mais il y avait sûrement une implication. Comme je t'ai dit, en courant, tu dois aller 3-4 fois par je t'assure. En plus, eux, ils les mettent bien. Autant Yuri que Zidou, ils les mettent hyper bien, comme ça, les va. Et moi, j'aimais bien écouter ce qu'il disait. C'est pour ça que nous avions des contacts privilégiés. Moi, j'allais souvent le voir à la Juve. Et avec un entraîneur, parfois, pour pouvoir justement discuter, lui expliquer ce qu'on allait préparer, comment on allait faire, comment on allait se projeter. Donc, il était toujours au courant de tout. On a des idées, on veut les appliquer. À ce moment-là, vous êtes obligé d'être extrêmement précis, directif, et surtout dans l'anticipation. Malheureusement, vos joueurs ne sont pas là. Vous revenez après un match, comme il faut aller à la conférence de presse pour aider nos amis journalistes à être plus rapidement, sortir leurs journaux. Quand vous revenez dans le vestiaire, il n'y a plus grand monde, quoi. La moitié de l'effectif, voire les 3/4, est déjà reparti parce qu'il faut qu'ils voyagent dans la nuit et retrouver leur club le lendemain. Donc en même temps que vous félicitez, vous dites à la prochaine peut-être, parce que donc c'est un peu ça qui est frustrant. Là, c'est terrible, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Vous aimeriez partager, comme on le fait dans les clubs, de discuter quand les joueurs prennent leur douche. Bon, vous discutez un peu déjà, vous parlez un petit peu de ce qui s'est passé, alors que là, vous ne parlez pas, puisque la majorité ont leur club qui viennent les chercher et vous n'existez plus. Vous les revoyez 1 mois, 2 mois après. Et ce que vous avez à dire, c'est passé, hein, c'est terminé. Hein. Encore une équation complexe à résoudre. Gagner sans voir ses joueurs plus de quelques semaines par an. Dans ces conditions, quelle prise le sélectionneur a-t-il sur le jeu? Doit-il imposer une tactique, un style? Ou doit-il s'effacer devant les footballeurs, adapter sa stratégie à leur jeu? Éternelle question, sans vraie réponse. On choisit les hommes en fonction du style de jeu. Moi, si je prenais des milieux de terrain offensifs, c'est parce que je voulais un football offensif. Parce que je me suis toujours dit que 4 défenseurs, ça suffisait. Il n'y a jamais une équipe en face qui a 5 attaquants. Pourquoi ne mettre 2 milieux défensifs devant 4 défenseurs? Enfin, c'est ma conception, je ne dis pas que j'ai raison. C'est ma conception. Je ne crois pas à la marque du sélectionneur. J'y ai jamais cru. Ceux qui sont maîtres du jeu, c'est les joueurs. Donc prenez les joueurs pour leur qualité. Et le rôle de l'entraîneur, c'est de créer ce que j'appelle une harmonie, une symbiose, pour que ces qualités s'expriment au maximum. Après, il y en a qui disent bon, je suis sélectionneur, je les fais jouer comme ci, comme ça. Moi, je dis non, moi, je vois les meilleurs joueurs et j'essaie de les faire jouer ensemble. Mon seul but, c'est de faire jouer l'équipe de France comme je l'entends. Je suis convaincu qu'en jouant de manière différente, quoi, avec une défense de zone qui s'appuie sur le hors-jeu et un jeu offensif, l'équipe de France peut faire mieux. Alors, à l'époque, j'ai été critiqué, etc., mais on va dire que j'ai eu raison un peu trop tôt, quoi. Si on a 2 très bons attaquants, je trouve que plutôt que d'opposer Papin et Cantona, c'était bien de les faire jouer ensemble. Vous faites, avec les meilleurs joueurs, votre propre style, votre style de l'équipe de France. Après, vous attendez que Franck Sauzet marque un coup franc, que sur un tête, un beau geste de Papin, de Cantona pour gagner le but, et que Boli derrière, Casoni, ou tout ça, fasse pas de bêtises. Puis qu'on gagne. Et vous pouvez plus rien faire. C'est pas vous, quoi, qui commandez. Celui qui commande, c'est le footballeur. C'est le... Elle est justifiée.
elle est justifiée. C'est pas la raison pour laquelle. La raison pour laquelle on gagnait, c'est parce qu'on n'allait pas chercher plus loin. Je ne suis pas un magicien. On est à la fin de ce match contre le Brésil. Manuel Amaro s'est dit, ouais, mais moi je tire toujours en premier. Je le savais, mais toujours, ok, premier. Luis Fernandez, il vient, il me dit, moi je tire en 5e. Hein. Je regarde, lui, il sait que s'il manque, on va parler de lui, et s'il marque, on va parler de lui. Il est très fort. Michel, il prend sa position, et il me reste 2 joueurs pour tirer les pénaltys. Je vais voir Sopira et Bellone qui sont les 2 attaquants. Vous allez tirer les pénaltys. Parce que vous êtes des attaquants, vous devez marquer des buts. Ils me regardent comme ça. OK. Et alors, quand ils sont partis du milieu de terrain jusqu'à la surface de réparation, je ne vous dis pas. J'en rigole encore. Les jambes comme ça, tremblotantes, flageolantes. Et je ne sais même pas s'ils allaient arriver jusqu'au but en frappant. Et voilà comment ça s'est passé. La seule chose que j'ai pu leur dire, c'est réveillez-vous. Ils sont rentrés dans le vestiaire, c'était des gosses. Ils pleuraient tous. Ils étaient effondrés. Il y a 2 joueurs qu'on a été obligés de mettre sous la douche, tout habillés. Ils ne se déshabillaient plus. Ils étaient effondrés. Il faut trouver les mots justes. Il ne faut pas en dire beaucoup. C'est comme un deuil, quoi. Presque quand vous avez un deuil, vous aimez bien voir la présence des gens, mais vous n'aimez pas forcément écouter ce qu'ils disent. Quand vous entendez, vous n'écoutez pas. Le traumatisme, entre guillemets, de France-Bulgarie, il y a longtemps que je l'ai dépassé, j'en rigole. La seule chose que je me dis, c'est que le jour où je vais mourir, toutes les télés vont passer en boucle le but de Konstantinov. Parce qu'ils vont se souvenir que de ça, quoi. Mon 3e record du monde, c'est j'étais sélectionneur que 2 matchs, et puis après, dehors. Et celui-là, pour le battre, il va falloir se lever tôt. Hein. Tout le monde savait que j'allais être viré de l'équipe de France, mais personne ne m'en parlait. Tout le monde faisait comme si rien n'était, alors que tout le monde savait. Je peux vous dire qu'à l'intérieur, ça boule. Hein. Quand l'arbitre suédois fait la fin de la rencontre, là on sait qu'on va être tout seul, ce qui a été le cas. Et puis là, hélas, vous ne pouvez plus rien faire. Quand vous avez des dirigeants qui font une réunion et qui ne convoquent pas le responsable de l'équipe de France, ça paraît étonnant. Il y a plein de choses comme ça qui paraissent très étonnantes. Et je peux vous dire que là, ça vous bouffe et ça vous ronge. Et vous êtes tout seul. Là, il n'y a plus personne. Hein. Tout le monde prend ses affaires. Moi, j'ai tenu quand même à dire que malgré tout, que je le remerciais parce que j'ai passé, malgré cette défaite, 2 ans fabuleuses, parce que sortant d'un petit village franc-comtois de Fecht-le-Châtel, jamais j'aurais pensé être à la tête d'une sélection. Donc, je voulais les remercier. Est-ce qu'ils m'ont écouté ou pas, mais moi, j'ai tenu quand même à assumer mon rôle de sélectionneur comme je l'entendais sur certains éléments jusqu'au bout. La misère avilit, mais la solitude déprave. Et je l'ai ressenti énormément après la Coupe du Monde. Encore aujourd'hui, c'est quelque chose de très dur. Ouais. Et quand vous êtes seul. Ce qui était le plus dur, c'était ceux qui... C'était les Tigana, Giresse, Fernandez, consorts. Enfin, ceux-là, ils ont été horribles. Plus certains autres entraîneurs. C'était facile, hein, quand vous savez, quand on tirait sur l'ambulance, quand on est blessé, c'est facile de vous achever. Il y en a qui ont été odieux. Mais bon, j'ai pardonné. Il y a même un mec qui a dit un type qui a déclaré que j'étais un cacaillé, quoi. Quand on planque pendant une journée au pied de ma maison, c'est quoi? On me dit, au moment où j'arrive chez moi, un coup de téléphone, attention, la presse, ça fait depuis ce matin, ils sont avec les caméras, ils sont là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que j'ai fait? On a perdu. Pour nous, c'était comme si on avait remporté la Coupe du Monde. On a vu
des actes de tristesse chez les Brésiliens, des choses invraisemblables. Mais notre joie intérieure était tellement forte, tellement imprégnée intérieure, que les joueurs se sont laissés aller de tous les côtés, dans les chansons, dans leur rire. Au cours du match, il restait un quart d'heure à jouer, Battiston me fait « changez-moi ». Et je dis à Manu « allez hop, tout de suite ». Et Manu rentre. Et puis Battiston me tape sur la cuisse et me dit « je n'ai rien ». Putain, comment t'as rien? Il m'a dit non. Il me dit « j'ai voulu que Manu ait sa part de finale ». Quand on voit ça, on se dit que tout ce qu'on fait pour l'esprit, pour l'équipe, c'est une récompense. Ça vaut le coup de vivre ça. Même si on ne réussit pas, je peux vous dire que ça vaut le coup de vivre ça. Quand on est entraîneur au très haut niveau, vous avez 80% de problèmes. Donc, sélectionneur, j'ai envie de dire, c'est 90 et 10. Mais ces 10 sont vraiment exceptionnels, parce que c'est quand même... Le plus beau métier du monde, ça peut pas être quelque chose où on est sûr de rester en place, quoi qu'il arrive. Ça peut pas être ça. La crainte et puis le désir de prendre ça à bras-le-corps, le désir d'embrasser le monde entier en face comme ça, il n'y a rien de tel. C'est le plus beau métier du monde. C'est le métier le plus difficile, mais le plus beau métier du monde. Il vaut le coup d'être vécu, parce que vous êtes dans un climat d'exception. Que ce soit la joie, la peine, l'injustice, le bonheur, la victoire, ce sont des moments qui valent le coup d'être vécus. L'enfer de la sélection, un documentaire signé Fabrice Godé-Laloy, Christophe Estagno et Guillaume Priou. 90% d'enfer, 10% de paradis. J'aimerais avoir votre réaction de technicien, Elie. Ouais, le plus beau métier du monde à la fin, et c'est bien résumé, mais il y a une foule de choses à revoir et formidables à travers tout ce qu'ont exprimé les sélectionneurs. Et ce qui ressort beaucoup, c'est cette dimension humaine, cette approche avec les joueurs, avec les leaders, avec la notion d'équipe, avec tout ce qui fait l'homme. Et je pense notamment à ce qu'a pu dire Laurent Blanc, le futur sélectionneur, qui, sur sa fin de saison avec les Girondins de Bordeaux, a senti ce manque dans la dimension humaine, au niveau psychologique, au niveau mental. Et je pense qu'en tant que futur sélectionneur, il va bien intégrer toutes ces notions qui apparaissent à travers ce document. Pierrot, métier difficile, hein, c'est vrai qu'on n'est pas toujours tendre avec les sélectionneurs. Ouais, ça me fait sourire parce que moi, si je compte bien, j'ai travaillé avec 4 d'entre eux. Donc il y en a certains, dont Roger Lemaire, qui ont quand même une manière très personnelle de raconter l'histoire. Mais c'est vrai que c'est un métier pas commode, que même entre nous, on ne ferait pas la même équipe de France. Mais je sais pas, je trouve que le documentaire donne plutôt envie de faire ça comme boulot. Mmh. Et ouais, comme moi, avec toi, j'ai 90% de plaisir et 10% d'emmerdement, je vais rester là. Je comprends.
Merci, ma C'est poule. beau ce que vous dites, Pierre. Vraiment. Je parlais à Hervé, pas à toi. Oui, ça j'ai bien compris. Merci Toi, beaucoup, c'est 100% Pierre. de plaisir, Ah, toi. bien rattrapé. Et plus si affinité. N'oubliez À pas 29 ans hors taxe. N'oubliez pas les spécialistes Coupe du Monde, c'est tous les soirs sur Canal Plus Sport jusqu'au coup d'envoi du Mondial. Demain, rendez-vous à 19h40, vous aurez droit à un retour complet sur le match France-Tunisie de ce soir. Et puis continuez à réagir sur Facebook, c'est important, vous êtes 400 000 fans, bravo, on a franchi la barre. 19h40, Romain Delbello demain. On vous donne rendez-vous nous dimanche prochain pour un nouveau Canal Football Club qui sera le tout dernier avant le début de la Coupe du Monde. Bonne soirée à tous, merci, salut, à la prochaine.